Parfait. Alors, moi, du coup, je suis, comme Étienne le disait, là, un ancien du master de PSI, donc, que j'ai eu il y a maintenant 3 ans, en 2018. Donc là, actuellement, je suis doctorant actuellement là, au laboratoire de photonique d'Angers. Donc, je suis en 3e année de thèse, donc la dernière année. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu mon parcours, ce que je fais aujourd'hui en thèse et les responsabilités que j'ai. Alors, au niveau du parcours universitaire, donc, j'ai, comme la plupart des personnes, je pense, eu un bac scientifique avant de venir à la fac. Donc, j'ai fait le parcours licence, hein, L1 et L2 MPCIE à la fac d'Angers. Et j'ai choisi derrière de partir en physique, hein. Alors, à la base, je voulais faire de la chimie, mais finalement, je suis allé en physique parce que la chimie organique, c'était pas trop ça. Donc au final, j'ai fait la L3 PA, donc là le parcours physique et application. Et j'ai réalisé là mon stage, il me semble que c'est un stage d'1 mois de mémoire. Donc je l'ai fait avec Michaela Girtan, que vous devez connaître, autour de tout ce qui est les cellules photovoltaïques en silicium. Donc tout ce qui est énergie renouvelable. Donc voilà. Et du coup, derrière moi, au niveau de la licence, je savais que je voulais faire de la physique. Le stage s'étant bien déroulé, je m'étais dit que je pourrais continuer dans le domaine des énergies renouvelables. Je ne savais pas trop quoi faire en fait après la licence. Enfin, je pensais plus soit continuer sur un master ou aller en école d'ingénieur. Et quasiment tout me plaisait dans la physique. Donc je m'étais dit autant continuer sur les énergies renouvelables. Et du coup, j'avais commencé à regarder un petit peu de mon côté. Je voyais que le plus proche d'Angers, c'était à Nantes. Ils avaient un master avec pile poil la bonne thématique. Sauf que je n'étais pas trop. Ça m'embêtait un peu de partir. Enfin, j'étais bien sur Angers. Et au final, j'avais eu cette discussion avec Stéphane Chosdan, qui est du coup là le responsable du Master 1, parce que j'avais quelques interrogations justement sur mon avenir. Et il m'avait quand même bien convaincu de rester sur Angers, que bah, le Master au final, il est quand même très complet par rapport à d'autres Masters en France. Enfin, on touchait quand même à énormément de choses du domaine de la physique, hein, où on n'est pas focus uniquement sur une thématique. Et du coup, moi, c'est ce qui m'avait fait changer d'avis, entre guillemets. Et du coup, le fait aussi de pouvoir rester sur Angers, de rester pas trop loin de ma famille, de mes amis. Et aussi le côté interaction sociale qu'on pouvait avoir avec bah, les enseignants-chercheurs qui sont au final très disponibles par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, en fait. Et du coup, moi, c'est ce qui a pesé dans la balance et c'est pourquoi là, je me suis lancé dans le master physique à Angers plutôt que de partir du côté de Nantes ou d'aller en école d'ingénieur. Donc, du coup, ce qui me permettait de me laisser un peu plus de temps aussi pour choisir une thématique en physique bien précise. Donc, du coup, je me suis lancé dans le master 1. Et là, pareil, là, vous avez un stage là, de 2 à 4 mois, je crois, à faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller voir ce qui se fait au niveau du laboratoire de photonique. Et notamment, j'ai fait mon stage de fin de Master 1 avec François Sanchez, donc, qui est aussi le directeur du laboratoire. Et j'ai notamment bossé sur bah, les lasers de l'optique non linéaire, hein, où justement, là, le but chez eux, c'est de rechercher des régimes assez, assez spécifiques en utilisant justement des effets non linéaires. Donc un stage qui s'est très très bien passé et où j'ai énormément apprécié aussi le côté où bah, il y a de la manip et puis on est quand même en autonomie et puis là on bosse sur quelque chose de vraiment très concret niveau recherche. Donc derrière ayant commencé là le master 1, bah, j'ai enchaîné sur la 2e année du master là qui se focalise un peu plus hein, sur du coup la photonique, signal imagerie, hein, qui est vraiment la thématique du master. Et là, du coup, il y avait un projet donc, à faire, un projet de moi, suivi d'un stage, pareil. Et là, du coup, je suis resté dans le domaine de l'optique non linéaire, parce que c'était quelque chose qui me plaisait pas mal. J'aime bien tout ce qui est théorique, quand il y a quand même des mathématiques assez poussées.
Et du coup, j'ai fait ça sous mon projet du coup de Master 2, sous la direction de Georges Boudepps. Donc, où lui, là, du coup, il va venir utiliser ces effets non linéaires pour venir caractériser des matériaux. Donc, c'est un projet qui était court, qui s'est très bien passé, puisque j'ai été sur une manip, j'ai moi-même monté la manip, fait les tests sur des échantillons, ce genre de choses-là. Et du coup, j'ai été quand même pas mal en autonomie, et le fait de partir de zéro, en fait, c'était très intéressant. Parce que du coup, j'ai dû monter la manip. Derrière, j'ai dû faire un petit peu de LabVIEW pour contrôler, par exemple, les platines de translation ou même la caméra CCD pour faire les prises de vue à la fin. Et c'était épanouissant comme projet. Parce que j'ai touché un petit peu à tout. J'ai même fait du traitement de l'image à un moment. Donc, ça m'a permis d'utiliser quelques notions que j'avais pu voir au cours du master et que j'aurais pas spécifiquement pensé utiliser à ce moment-là. Et derrière, pour le stage, du coup, je me suis dit, comme j'aurais bien continué avec Georges, mais du coup, il n'y avait pas forcément de stage derrière, donc je me suis dit, autant aller essayer quelque chose de différent. Et comme j'avais fait pas mal d'expérimental et tout, je voulais voir un petit peu comment ça se passait en simulation. Et il y a notamment Stéphane Chosdan qui fait de la simulation par dynamique moléculaire au niveau du laboratoire. Donc là, la thématique, elle est quand même pas mal différente de ce qui est proposé au niveau du Master 2 PSI, puisque c'est de la dynamique moléculaire, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné au niveau du Master. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans un truc où j'ai pas forcément de compétences et voir si j'arrive à m'en sortir. Donc c'est ce que j'ai fait. Le stage s'est très très bien passé. Et au final, j'ai quand même, je m'en suis bien sorti parce que, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pu voir au cours du master qui m'ont été utiles, notamment la dynamique moléculaire. Il y a des notions de thermodynamique, de mécanique qu'on vient utiliser, même tout ce qu'on peut faire sur l'analyse des résultats derrière, c'est du code en fait. Donc c'est du C, du C++ ou du Python, ce genre de choses-là. Donc il y a quand même pas mal de notions du master qui m'ont permis de rentrer dans un sujet qui est pas forcément commun à ce qui se fait au niveau du master et pour autant le mener à bien jusqu'à la fin. Et donc à la fin de ce stage, l'année se termine de Master 2 et vient le moment où il faut, même bien avant ça, hein, où il faut réfléchir à ce qu'on va faire après. Et pour moi, de ce que j'ai vécu au niveau du Master et au cours des stages, ce qui me plaisait vraiment le plus, c'était de pouvoir faire de la recherche, d'être en autonomie sur un projet, de répondre à des objectifs. Et du coup, j'ai choisi de faire une thèse donc, au niveau du laboratoire de photonique. Et il se trouve que pile au même moment, Stéphane Chosdan proposait justement une thèse en lien direct avec ce que j'avais fait au cours du stage. Donc, ce qui était génial puisque j'avais déjà les pieds dans le moule, entre guillemets. Et donc, j'ai choisi de me lancer là-dedans. Donc, j'ai commencé là en octobre 2018, donc c'est pour minimum 3 ans. Donc, c'est 3 ans où il faut s'investir. Donc, moi, là, pour vous dire, là, cette thèse, donc, elle est à moitié financée par une ANR et à moitié financée par l'Université d'Angers. Et en fait, on n'est pas tout seul sur le projet, puisque comme vous pouvez le voir au niveau de la carte, là, on est 7 groupes, un petit peu éparpillés, dans le sud et puis dans le nord-ouest. 7 groupes à bosser sur une même thématique, donc, qui est autour des verres, donc notamment des verres pour application derrière fibre optique, et notamment tout ce qui concerne l'amplification de signal. Donc là, au niveau des partenaires qu'on a, ici au niveau du Elfia et au niveau de l'ICI-ECN à Nantes, c'est surtout de la simulation. Nous, on va venir faire de la simulation par dynamique moléculaire. Là, je vais revenir un petit peu plus là-dessus après. Et eux, de leur côté à Nantes, ils font de la simulation par élément fini. Et sinon, après, tout le reste des collègues, c'est plus des expérimentateurs. On a aussi des chimistes qui nous préparent les verres et d'autres qui viennent les étirer, donc en fibre optique. Donc nous, là, de notre côté, au niveau de la thèse, ce dont on s'occupe, c'est de venir simuler des verres, donc la base, c'est de la silice, en fait, hein, c'est du sable que vous faites chauffer
à très très haute température pour obtenir un liquide et vous le refroidissez très rapidement pour figer la structure. Et à l'intérieur de ces verres, vous avez des ions de terre rares en fait, qui ont des propriétés bien particulières de luminescence, qui vont vous permettre de venir amplifier des signaux. Et donc nous, le but, c'est de venir simuler ces structures-là en y rajoutant du coup des atomes. Donc on va surtout se concentrer, nous, sur le magnésium, le calcium et le lantane, qui vont permettre de venir réduire en fait le clustering entre les terres rares. Ce clustering entre les terres rares dans la silice qui se produit, il est néfaste pour les propriétés de luminescence derrière. Donc nous, le but, c'est de trouver une solution pour réduire ce clustering et augmenter du coup les propriétés de luminescence, ce qui nous permet derrière d'amplifier des signaux de manière plus efficiente. Donc là, ce que vous pouvez voir là au niveau des images, donc là à gauche, c'est ce qu'on arrive à faire en simulation. Donc on a notre boîte avec nos atomes et derrière, la dynamique moléculaire, tout simplement, c'est on va suivre l'évolution d'un système au cours du temps. Donc ça, pour le faire, on va venir s'occuper du coup de la seconde loi de Newton, que vous allez voir après. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que à droite, ce qu'on fait en simulation, en fait, ça vient pas de nulle part. En expérimental, ils le reproduisent également. Donc voilà. Et sur la petite image de droite, là, vous avez du coup, par exemple, une analyse justement de nos structures et des nanoparticules qui sont à l'intérieur. Donc là, c'est des systèmes avec du magnésium et des terres rares. Donc on va voir ça un peu plus en détail par la suite. Donc la dynamique moléculaire, je pense que pour la plupart, vous savez ce que c'est. C'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir suivre l'évolution d'un système au cours du temps en venant à intégrer les équations de Newton. Donc les équations de Newton, ça vous connaissez tous la seconde loi de Newton. Et au bout du compte, là, vos atomes, la force qui va venir interagir sur vos atomes, ça dérive directement d'un potentiel. Donc ça va être un potentiel d'interaction entre atomes. Donc avec un terme à courte portée, à longue portée, et c'est ce qui va vous permettre de suivre l'évolution de votre système au cours du temps. Donc là, en entrée, vous avez des datas, les espèces que vous allez mettre, vous allez devoir gérer la température, la pression, et puis vous allez devoir utiliser un potentiel d'interaction, où il va falloir là également venir déterminer des paramètres. Sur la partie droite, vous avez, je vous présente là du coup, le process, qui est le process expérimental aussi, mais qui est le process qu'on reproduit, nous, en simulation de dynamique moléculaire. Donc, pour obtenir un verre, vous partez de la structure cristalline. Donc, typiquement, nous, là, ça va être du sable, de la silice, que vous chauffez à très très haute température. Vous avez un liquide surfondu qui est homogène. Et derrière, on va venir le refroidir. Donc, c'est ce qu'on appelle la trempe. Et de manière très rapide pour figer la structure et obtenir du coup notre verre. Donc là, au niveau de ce qu'on fait, nous, en pas de temps, c'est de la femto. On arrive à descendre au niveau de la femtoseconde. On a une échelle nanométrique. Et on a aussi ce qu'on appelle des conditions de bord au niveau de notre boîte de simulation. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet de simuler un système infini. Donc en gros, un atome qui va sortir de la boîte de simulation par une face avec une vitesse et une orientation bien définie va rentrer par la face opposée avec la même vitesse et la même orientation. C'est ce qui nous permet du coup de nous rapprocher un peu plus de la réalité. Derrière, une fois qu'on a nos échantillons simulés, on va venir s'intéresser à l'étirage de ces préformes. Tout simplement, le but de ce projet, c'est de former des nanoparticules d'une certaine taille, d'à peu près 100 nanomètres, et derrière de se servir du process d'étirage de la fibre pour obtenir des nanoparticules qui vont être beaucoup plus petites, ce qui va nous permettre d'éviter tout ce qui va être réflexion due à la taille de la nanoparticule. Donc nous, par simulation, on est capable de reproduire ce process-là. Donc on a notre préforme qu'on va venir étirer. Donc à une température bien définie et avec ce qu'on appelle la LTSR, c'est le true strain rate, c'est la vitesse d'étirage. Donc là, on va pouvoir venir jouer sur ces deux paramètres et obtenir notre échantillon du coup étiré à la fin, donc sous forme de fibre, et venir étudier un petit peu ce qui se passe au niveau des nanoparticules, et notamment de l'environnement des terres rares.
Donc ça, expérimentalement, ils le font aussi, hein. Ils ont un barreau de verre, hein, qu'ils mettent tout en haut d'une tour de fibrage. Ils le font chauffer, donc à haute température. Et derrière, la gravité fait le reste, hein. Vous allez avoir un filet, une goutte qui va se former et que vous allez récupérer du coup au niveau du sol. Et après, vous allez venir étirer votre fibre au niveau d'un genre de tambourin. Donc nous, là, c'est ce qu'on fait par simulation. Et derrière, on a toute la partie d'analyse, justement, venir regarder un petit peu l'environnement de la terre rare. Et justement, la terre rare, c'est très important de s'intéresser à son environnement parce que c'est ce qui va jouer sur ses propriétés de luminescence. Donc là également, hein, les propriétés de luminescence, on fait des simulations de paramètres de champ cristallin, donc pour pouvoir reconstruire des spectres derrière de fluorescence, spectre qu'on peut également obtenir de manière expérimentale ici au laboratoire, puisque c'est Nathalie Gomer là, qui fait partie de notre équipe qui s'occupe de ce genre de choses-là. Donc on a aussi les collègues dans le sud, notamment à Nice, qui peuvent le faire. Et derrière, nous, ça nous permet, en simulation, d'avoir des datas à côté expérimentales pour venir comparer. Alors, moi, mes missions au sein de la thèse, là, tout d'abord, je suis en autonomie totale là-dessus. J'ai toujours Stéphane qui est à côté de moi si jamais j'ai des interrogations ou des résultats à partager, ce genre de choses-là. Mais sinon, le reste du temps, c'est moi qui m'occupe de tout faire. Donc, je suis en charge là de modéliser justement ces structures vitreuses, donc les préformes, où on a testé du coup un codopage avec du magnésium, du calcium ou du lantane pour former nos nanoparticules, en plus des ions de terre rares, hein. Modélisation et les étirages aussi. Derrière, il y a toute la partie analyse des résultats, où pendant que les simulations tournent, en fait, là, les simulations, c'est sur des systèmes qui sont quand même assez conséquents. Il y a 100 à 200 000 atomes dans la boîte de simulation, et on fait ça quand même, comme on est sur un pas de temps de l'ordre de la femtoseconde, on fait ça sur à peu près 45 millions de pas, donc pour avoir quand même 45 nanosecondes de simulation pour former notre verre. Et donc ça prend énormément de temps. J'en ai pour, par exemple, je lance une simulation, j'ai le résultat dans 1 mois. Donc pendant ce temps-là, le temps n'est pas perdu puisque derrière, je conçois des codes en fait en C, C++ ou Python pour venir derrière traiter les données. Et du coup, également, là, de manière assez régulière, je fais des rapports sur ce que j'ai fait, le pourquoi du comment, les résultats qu'on peut avoir. Si jamais il y a des résultats qui comment dire, qui n'ont jamais été vus dans la littérature ou des choses intéressantes, on essaie de les mettre en avant aussi. Puis on se pose les questions de pourquoi ou comment, ce qui fait que derrière ça donne de nouvelles idées, du coup on lance de nouvelles simulations. Et au final, c'est ça la recherche. On va commencer à faire un petit truc et puis on va obtenir quelque chose et puis ça va donner de nouvelles idées. Et ça ne s'arrête jamais en fait. Et c'est ça qui est très bien, c'est qu'on est toujours occupé. Puis entre-temps, quand on a des bons résultats et qu'on se dit on peut peut-être en faire un article. Donc moi j'ai eu l'occasion d'écrire un article, je suis en train d'écrire un autre article en ce moment. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant aussi, le process de rédaction d'un article, quand vous avez des résultats. On fait également, comme on est cette équipe à bosser là-dessus, on a régulièrement des réunions en fait avec les autres membres du projet pour parler un petit peu de l'état d'avancement du projet, des différentes tâches qu'on a. Donc c'est pas mal, ça permet de voir un petit peu où en sont les autres et quelles sont les problématiques, puisqu'évidemment, sur toutes les tâches qu'on a eues, il y a forcément à des moments ou à d'autres où il y a des choses qui se passent plus ou moins bien. Ça peut arriver des fois de changer, quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, d'essayer de trouver une solution ou essayer de contourner le problème ou changer de voie là-dessus. Autrement, au niveau de la thèse, il y a également d'autres choses qui peuvent se passer. Ce n'est pas uniquement de la recherche. Il y a une centaine d'heures de formation à faire, que ce soit des formations professionnelles ou scientifiques, donc qui sont obligatoires. Donc c'est pas mal, ça peut vous permettre de découvrir plein d'autres choses.
notamment au niveau des formations professionnelles. Bon, après, je ne vais pas m'étendre sur les formations scientifiques données par l'école doctorale, notamment en physique, c'est pas le but. Mais on a également la chance de pouvoir participer à des conférences internationales, donc soit pour aller présenter des posters ou carrément donner un oral. On a également la possibilité de participer à la fête des sciences, donc d'avoir un poste et puis de passer 3 heures, 4 heures et puis présenter des choses au grand public, tout comme la nuit des chercheurs, donc ce qui est pas mal. On a aussi l'occasion, comme aujourd'hui, de faire des séminaires pour les étudiants, parler un petit peu notre vécu, en mode témoignage. Et on peut également, moi ce que j'ai fait du coup là sur les 3 ans, donner des cours, donc que ce soit cours, TD ou TP.